Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, piou piou, les missiles, la guerre en Ukraine, Biden. Caroline, man. Je veux dire, on avait espoir que ça se règle, mais je pense que les démocrates vont faire chier jusqu'à la fin. Un petit peu de politique de terre brûlée, j'ai l'impression. Ouais, avant de commencer, tu voulais faire un petit wrap-up sur un sujet dont on a fait un podcast au complet du trio là-dessus l'année passée. On en a parlé aussi dans le Yann et Frank quand on avait reçu en entrevue Monsef Deradji en disant ouais, ding dong, il se passe quelque chose avec la loi sur l'expropriation. La loi 22. La loi 22. Donc, qui, grosso modo, qu'est-ce que ça faisait? Ça modifiait, puis quand même bravo à la presse à l'époque, là, il y avait eu un article qui a été publié là-dessus le 31 octobre 2023 qui s'appelle Une atteinte sans précédent aux droits de propriété. Et c'était l'ancien. C'est le meilleur article du journal qu'on avait vu dans les journaux. Oui, c'est ça, c'est le meilleur article qu'on avait vu dans les journaux. Puis de mémoire, c'était l'ancien député libéral Jean-Marc Fournier qui avait fait une sortie là-dessus, comme de quoi que c'était un précédent dangereux, parce que ce qu'on venait faire, entre autres, c'était modifier. En fait, c'était tripoter le droit de propriété pour, en gros, payer moins pour les expropriations, pour permettre aux villes qui font toutes sortes de patentes en fait, de payer moins que la valeur réelle des propriétés. Ben, en fait, c'est que la loi dit qu'on pourrait faire l'expropriation à la juste valeur marchande. Si vous allez dans le trio économique qu'on a parlé du sujet à l'époque, le point de Vincent est extrêmement clair. La juste valeur marchande, c'est une mesure entre la valeur d'une propriété, mais d'une personne qui est consentante à vendre sa propriété. Exactement. Quand vous mettez votre maison à vendre sur le marché, c'est que vous voulez la vendre. Donc, vous voulez trouver l'acheteur qui est prêt à vous donner le meilleur prix, mais en sachant que vous voulez la vendre. Ce que ça veut dire, c'est que, étant donné que ce prix-là est accessible pour tout le monde, si des gens choisissent, ce qui est la très, 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 très grande majorité des gens, les gens choisissent de ne pas vendre leur propriété, ça veut dire que pour eux, cette propriété-là vaut plus cher que la juste valeur marchande. Le fait de devoir déménager, d'engendrer des frais pour le déménagement, le changement dans une vie, il est fort possible que la propriété ait une valeur plus grande significativement pour les gens qui demeurent dans ces maisons-là que la juste valeur marchande, qui est une mesure un peu théorique d'un prix du marché. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est encore la presse. Tu sais, je veux dire, la presse sont pourris 95% du temps, mais de temps en temps, sont bons. Ouais, les bons coups, faut les souligner quand même. C'est ça, l'article auquel tu fais référence. C'est Vincent qui nous l'a envoyé. Je vais vous le mettre à Henri Ouellette-Vézina, le journaliste qui a fait l'article. Sérieusement, c'est touchant cet article-là. Puis on savait que ça allait arriver. Là. Quand on a vu la loi 22 être approuvée, ou le projet de loi 22 être approuvé, on savait qu'on aurait un article de ce type-là éventuellement. On ne savait juste pas quand. Oh, puis c'est le début d'une longue série. Là. Ah, exactement. Puis c'est triste. Là. Je veux dire, là, tu as une famille, Tréville, ses parents, dans le fond, 72 et 73 ans. Ouais, ils vivent dans un duplex. Fait que Tréville, de 48 ans, et sa sœur de 50 ans, eux autres sont dans un côté du duplex. Les parents sont de l'autre côté. Un bigénérationnel. Exact. Ouais, c'est ça. Puis, c'est pas tout à fait de bigénération, mais en tout cas, c'est des technicalités. Là. Ouais, il appelle ça intergénérationnel dans le texte, mais on s'entend que dans le langage populaire, c'est pas mal ça que le monde comprend. Ouais, mais grosso modo, ils vivent dans le même bloc que leurs parents. Ils sont à côté. Leurs parents sont vraiment à côté. Si puis on leur offre un montant de 569 000 pour la maison, mais les 4 veulent pas quitter. Les 4 veulent rester là. Pour eux, ils accordent plus de valeur à cette propriété-là que le montant qu'on leur offre parce qu'ils veulent pas vendre. Ils sont traumatisés, sont stressés, sont anxieux, ils veulent pas vendre, mais ils sont forcés de vendre par expropriation. Puis le montant est insuffisant. Le montant est insuffisant parce que, de un, ils disent dans le secteur, c'est impossible de retrouver un intergénérationnel, bigénérationnel à ce prix-là. Puis si tu sépares le montant pour les deux côtés des occupants,
Ben là, c'est encore pire. Il n'y a personne qui, avec 275 000 et quelques, 280 000, va se trouver quelque chose pour rester dans ce secteur-là. Donc, c'est des gens qui sont littéralement expropriés de chez eux, mais expropriés aussi de leur milieu de vie parce qu'ils vont devoir foutre leur camp ailleurs, en réalité. Fait que, on est loin de la valeur marchande. Là. Parce que si tu arrives et ils disent, avec 569 000, on ne peut pas se retrouver quelque chose dans le même secteur qui est semblable à ça veut dire qu'on est en train de les fourrer. Là. On n'est pas en train de leur donner la juste valeur marchande de 1. Puis comme on disait, de 2, ça vaut plus que la valeur marchande pour eux. Surtout à 72 puis 73 ans. T'as pas le goût de déménager en fin de vie comme ça. Là. Je veux dire, au minimum, moi, dans mon livre de bienséance à moi, c'est tu dois regarder dans les 6 derniers mois les comparables vendus dans le secteur, ce à quoi tu vas ajouter, mettons, 15 pour le désagrément parce que tu ne voulais pas. Voilà, encore là, s'il y a rien de semblable dans le secteur, tu sais, je veux dire, premièrement, ils veulent clairement vivre dans un modèle bigénération, dans le sens qu'ils veulent être collés sur leurs parents. Parce que leurs parents, ils l'ont dit, s'ils sont séparés, les parents s'en vont direct en RPA. Mhm. Mais c'est pas des gens qui sont prêts à aller en RPA. La journée que leurs 2 filles sont à côté de chez eux, ils n'ont pas besoin d'être en RPA. Exact. Fait que, tu sais, on manque beaucoup de cœur là-dedans, mais en réalité, faut pas juste regarder l'histoire, tu sais, parce que c'est une anecdote. L'anecdote est larmoyante. L'anecdote est chiante, mais ça pourrait être une famille de 52 ans, puis ce serait moins une belle histoire, mais ce serait pareil. Quand on était joué dans le projet de loi 22, moi, ce que j'ai trouvé fascinant puis épeurant, c'est comment que ça a été vraiment facile pour la CAQ d'aller jouer dans ces lois-là qui affectent directement le droit de propriété, qui est un droit fondamental d'une économie libérale qui fonctionne bien. On est allé jouer là-dedans et ça a été extrêmement facile à changer. Il n'y a pas eu d'opposition, il n'y a pas eu de discussion dans les médias. Il y a un journal qui en a parlé avec un bon article, mais je veux dire, ça n'a pas levé. Non. Nous, on a consacré un épisode de Yann Efring là-dessus, puis un épisode du trio économique. On revient encore aujourd'hui là-dessus. Mais il n'y a personne qui parle de ça. Et on attaque des droits fondamentaux. Le droit de propriété, c'est quelque chose de fondamental dans notre économie. C'est ça qui fait qu'on est ce qu'on est. C'est ça qui fait qu'on est riche comme on est. C'est ça qui fait que les gens veulent investir. C'est ça qui fait qu'il y a une prévisibilité à long terme. Exact. C'est ça qui fait qu'on est prêt à investir dans des actifs financiers puis on a confiance dans le système. Là, on est en train de miner et de briser la confiance des gens dans le système économique capitaliste dans lequel on est. Le droit de propriété est attaqué et ça se passe dans la plus complète indifférence. Moi, ça me fascine. Puis, tout ça, c'est la STM, évidemment, la Ville de Montréal. Là, ils ont besoin d'une grille de ventilation pour le métro, une centrale de ventilation. Fait que là, pouf, on t'exproprie. C'est trop facile. C'est trop facile. Ils exproprient à un coût moindre que ce qu'ils devraient payer pour convaincre la personne de quitter, première des choses. Puis ensuite de ça, tu sais, je veux dire, la journée que tu as les lois facilitantes comme ça pour saisir la propriété de quelqu'un, parce que c'est ça une expropriation, c'est que le gouvernement saisit la propriété d'une personne, ben je veux dire, on ne fait pas d'effort pour voir s'il ça n'aurait pas été possible de faire de quoi un peu plus un peu moins problématique pour ces gens-là. Y aurait-tu eu un autre terrain qui aurait été disponible? On va directement au plus simple. Ah, ça ferait bien, là. Ben, exproprie, on s'en calisse. De toute façon, on lui donne un prix on va dire la valeur marchande, mais j'ai le feeling que c'est en bas de la valeur marchande s'ils ne sont pas capables de retrouver de quoi de semblable. Ben, c'est ça que j'allais dire. Ils disent que c'est la valeur marchande, mais si tu me dis que je regarde le marché puis que dans le coin, ça vaut tout à peu près 800-900 000, ce genre de bloc-là intergénérationnel, tu ne m'as pas donné la valeur marchande, tu me fourrais. Ben, exactement. Puis, tu sais, le gouvernement fourre aller-retour une famille au grand complet avec la tête de cette famille-là de gens qui ont 72-73 ans. Ouais, puis il y a fort à parier que le plan de retraite pour aller en fin de vie de ces gens-là, c'était la vente du dit bâtiment dans 10 ans, 15 ans au prix réel. Ouais. Quand ils allaient être prêts à vendre. Quand ils vont être prêts à vendre. Là. Puis dans 10 ans, peut-être, le bloc, il aurait pu avoir 1 million pour, je sais pas. Là. Mais tu sais, c'est pas un gouvernement de droite, la CAQ. Là. Non, je veux dire, c'est des stratégies de gouvernement autoritaire, ces trucs-là. C'est pas des gouvernements qui favorisent le libéralisme. Je veux dire, même le Parti libéral du Québec a été décevant là-dedans. Je veux dire, make the PLQ liberal again, là. Hey, les amis,
Ça devrait être votre dossier sur le dessus de votre pile, la loi 22. Comment ça a passé comme si rien n'était? Puis je l'aime, Monsef Deradji. Je l'aime beaucoup. Je l'apprécie énormément. Quand il est passé dans notre podcast, on lui en a parlé. Il ne s'est rien passé après. Pourquoi le PLQ ont laissé faire quelque chose comme ça? Je veux dire, si le PLQ a une utilité encore au Québec, c'est pour ce type de dossier-là. Ah, puis rappelle-toi en plus qu'il y a d'autres éléments très problématiques dans cette loi-là. Je ne veux pas refaire le podcast, aller voir les gens, mais notamment, il y avait qu'on donnait la possibilité à l'expropriant, donc celui qui prend possession du terrain de l'exproprié, de commencer des travaux pendant que la personne peut contester. Fait qu'eux autres, ils vont commencer à te décolisser le terrain, puis le bâtiment, puis toi, tu es dans le processus de contestation, sous réserve qu'ils s'engagent à remettre ça comme c'était. Oh oui, ils remettent ça comme c'était. C'est le gouvernement. Imagine-toi comment ils vont refaire ce qui t'ont brisé. Mais tu pensais comment ils ouvrent la porte à l'incompétence crasse? C'est n'importe quoi. C'est un exemple. L'autre exemple, on a présentement, côté expropriation à la Ville de Québec, le tramway, là, on va exproprier le CHUL, tabarnache. Man, le CHU de Québec, le gros hôpital sur Laurier, d'un genre, lui, on va exproprier. Oui, oui. Ça fait des décennies que l'hôpital est là, toutes les infos, ça n'arrivera jamais, là, ils sont malades. Là, on s'en fout des affaires de valeur marchande puis tout avec l'hôpital. Je veux dire, c'est Paul Pigeon, je veux dire, c'est le gouvernement dans deux temps. Mais c'est n'importe quoi, là. On est rendu à exproprier des hôpitaux, man. Tu pensais comment c'est stupide? Ah oui, pour tout ça, pour une affaire que personne ne veut en plus. Mais c'est ça. C'est parce que les villes, les gouvernements, ça, tu ne dois jamais, ça revient à une discussion qu'on a souvent, tu ne dois jamais leur donner plus de pouvoir. Ces gens-là, plus ils ont de pouvoir, plus ils vont en abuser. Je veux dire, c'est simple. Comment ça que c'est si compliqué que ça à comprendre? Plus tu leur en donnes, plus ils vont en abuser. Mais continuez d'avoir peur de Donald Trump qui vire les États-Unis en dictature fasciste, puis occupez-vous pas de ce qui se passe ici. Pendant ce temps-là, nous autres, on en parle, puis il faut se battre comme des diables dans l'eau bénite pour que les gens reprennent ces sujets-là, parce que ça intéresse pas les autres médias. Que vos droits se fassent flouer. Puis là, tu sais, c'est plate, parce que la réaction que bien des gens ont, c'est « Je m'en crisse, moi, je vis dans le bois, ou je vis quelque part, puis je serais pas exproprié. » Ça, tu le sais pas, mon grand. Tu le sais pas. T'en as aucune idée de ce qui va t'arriver. Puis au-delà de ça, c'est que c'est ton droit à toi aussi qui est attaqué. Ouais. Le point, c'est surtout que vous devez comprendre qu'est-ce qui fait qu'une économie libérale fonctionne bien. Puis c'est des droits de propriété forts d'abord et avant tout. Ouais. Tu sais, la journée que le paysan a arrêté d'exploiter une terre qui appartenait au seigneur, puis qui a commencé à exploiter sa terre, c'est ça qui a amené les économies libérales fortes comme on a aujourd'hui. C'est ça qui a amené le confort dans lequel vous êtes. T'as beau être assis sur le divan de ta TV, écouter le CH le soir, puis tes crottes au fromage en pensant que ça te touche pas, ce dossier-là. Là. Mais la raison pourquoi tu peux te pogner le cul en avant d'une game du Canadien, sacrément, c'est qu'on est rendu confortable en calice. Puis la raison pourquoi on est confortable, c'est qu'on a une économie libérale forte, puis on a des droits de propriété forts. La CAQ a attaqué les droits de propriété. Ah ouais, c'est trop compliqué pour toi. OK, c'est beau. Ouais, c'est ça. C'est beau. J'abandonne. C'est trop compliqué. Ouais. C'est plate, hein? C'est plate. Là, on a fini le bout de plate du podcast. Là, on va faire le bout que tout le monde fait. On va aller parler de la guerre en Ukraine. Puis là, il est peur. Puis là, Donald Trump, là, hein, il est peur. Puis Poutine, là, tu sais, Trump, c'est son ami. Là, puis Trump va... Tu veux dire du Pierre Martin, c'est ça que tu veux dire. C'est facile, hein, régler la guerre en Ukraine. Poutine, il a juste à s'en aller. Il n'y avait pas d'affaire à y aller de toute façon. Fait que s'il s'en va, c'est régler la guerre en Ukraine. Moi, c'est un professeur d'université, puis j'enseigne à des étudiants. Puis dans le fond, pour régler la guerre en Ukraine, j'ai une solution vraiment simple à expliquer aux gens. Ce qu'il doit faire, Poutine, c'est s'en aller. C'est pas moi, pas si Pierre Martin. Hey, avant qu'on rentre là-dedans, remercier. Puis hier, j'ai parlé des commanditaires parce qu'on était en pleine entrevue avec Jason. Ceux qui ont manqué, retournez écouter ça. Notre podcast avec Jason Bajada. Je pense que c'est un de mes préférés ever. C'était cool. Super podcast. Donc, Ranch Brand, évidemment, qui sont là depuis très longtemps. On les remercie de leur support qui renouvelle mandat après mandat. Donc, utilisez votre code promo pour votre linge. Si vous voulez être... Imagine dire ça. Si vous voulez être aussi bien habillé que moi, c'est moi qui
Moi qui porte les mêmes t-shirts depuis 2009. C'est à cause de Range Brand que j'ai plus l'air d'un sans-abri. Euh, Deuxième commanditaire, Ready for Canada. Donc, pour des besoins multiples en matière d'immigration, demande, vous êtes résident permanent, vous voulez avoir votre citoyenneté, ils en font aussi. Vous avez connu une fille aux États-Unis, vous voulez la ramener ici. Vous faites affaire avec Ready for Canada. Vous êtes une entreprise, vous avez besoin de travailleurs temporaires dans différents milieux. Vous ne savez pas comment ça marche, c'est compliqué. Eux aussi peuvent vous aider. Donc, c'est un service clé en main. Ils vous demandent des documents, vous les donnez, vous signez en bas de la feuille, puis ils s'occupent du reste. Ouais, écoute, Biden, comme tu disais dans l'intro, ça commence de plus en plus à ressembler à de la politique de la terre brûlée. Après les rumeurs comme sur lesquelles finalement, il a peut-être ben, il a-tu voté Trump, le bonhomme, il est rendu complètement, mais il n'a jamais eu de l'air aussi heureux que quand ils se sont rencontrés à Maison-Blanche, le gros smile d'en face, la cravate rouge. Tout ça est très bizarre. Mais là, je sais pas. Bon, C'est regarde, on va ce faire qui un se peu passe, là, mais on va faire un peu les suivis des événements là, de la guerre en Ukraine. Pendant longtemps, ça a stagné dans le Donbass. Là, les Russes avaient beaucoup de difficultés à avancer. Les Ukrainiens, ils tenaient la ligne quand même assez serrée. Pendant ce temps-là, pour essayer de dévier un peu l'attention, les Ukrainiens ont fait une incursion en territoire russe, dans le territoire de Kursk. ouais, Puis, on le voit ici, là, la carte, je trouve que dans le Wall Street est bien faite. Là, je m'excuse de te couper, là, mais tu vois ici là, toute la région en rouge qu'on voit, ça c'est l'Ukraine, là, la grosse partie blanche. Toute la région, ben, ça évidemment, c'est la Crimée qui a été prise en 2014, mais toute la bande ici là, qui va de l'est de Kharkiv jusqu'à presque Odessa, là, qui est, selon plusieurs, était l'objectif ultime, c'est de prendre Odessa et son port. Là. Donc ça, c'est la partie en rose ici, rouge pâle, c'est la partie que les Russes ont gagnée en Ukraine. Et la petite tache bleue ici dont tu parles, là, Yann, c'est ça, là, qu'on voit en tout petit ici, c'est le... Kursk. C'est la partie de les forces ukrainiennes en Russie. Fait que finalement, c'est pas grand-chose. Là. Puis je termine avec la carte avant de te repasser à POC, là, mais les petits points rouges qu'on voit ici, là, c'est toutes les facilités. C'est pas une bonne traduction que je viens de faire. Là, facilities, c'est les installations ou les places d'opération militaires russes qui sont en territoire. Et c'est tout ce qui pourrait être visé théoriquement par les missiles à longue portée que Biden aurait autorisé l'Ukraine à utiliser. Bon, tu vois dans le Wall Street, eux autres, ce qu'ils disent, c'est trop peu trop Puis, tard, là, finalement, là, mais... puis avant d'autoriser ça, ce que les gens doivent comprendre, c'est que Vladimir Poutine le voyait venir tranquillement. Il travaille depuis quelque temps à changer la doctrine nucléaire en Russie. Puis là, il a passé le changement, il a accéléré les changements demandés, puis genre hier ou avant-hier. Puis là, ce qu'il disait, c'est que si il était frappé par un missile longue portée de la part des Ukrainiens, mais commandité un peu par les États-Unis en arrière, ben lui, ça voudrait dire que l'OTAN est en guerre contre la Russie, une guerre ouverte contre la Russie, et il utiliserait l'arme nucléaire à ce moment-là. Je veux dire, vous comprenez ce qui se passe, là? Jeff Caron nous dit toujours un peu la même chose avec Vladimir Poutine. Les gens qui ont comme analyse que Poutine est fou, puis que c'est la seule explication pour la guerre, là, vous passez à côté de beaucoup de choses importantes. Une caractéristique de Vladimir Poutine, c'est généralement, il fait ce qu'il dit. Ben là, si le gars commence à menacer avec l'arme nucléaire, là, on comprend un peu la game. Donald Trump s'en vient. La guerre ne devrait pas durer longtemps avec Trump. Trump a été ouvertement en faveur de mettre fin à ça. Ça veut dire qu'il va y avoir négociation. Ça veut dire qu'il va y avoir concession du côté de l'OTAN. Est-ce qu'on parle de certains territoires ukrainiens qui seraient cédés à la Russie, outre la Crimée, là, dans le Donbass, par exemple, peut-être? Est-ce qu'on parle de promesses écrites que l'OTAN ne mettra plus de base proche de la Russie comme voulait faire en Ukraine, en rentrant l'Ukraine carrément dans l'OTAN? Peut-être. Il y a des concessions qui vont être faites du côté de l'OTAN. C'est ce que beaucoup de gens pensent. Là. Je peux te mettre, parce qu'on en a parlé, moi, puis Simon Rochelot, là, si je te fais apparaître ça, je ne sais pas si tu vois l'image à l'écran. Là. Donc, ça, c'est ce qui est interprété
par ce qui a été dit par J.D. Vance, entre autres, dans un podcast avec Sean Ryan et aussi par ce que Trump a dit. Là. Mais ce que beaucoup de gens pensent, c'est que la proposition de Trump, ce serait la création d'une zone démilitarisée qui empiéterait à la fois sur l'Ukraine et sur les territoires ukrainiens conquéris par les Russes, dans lequel il y aurait un engagement, un peu comme entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, d'avoir aucune présence militaire des deux pays dans cette zone-là. Puis avec l'engagement que si vous rentrez dans cette zone-là, ben, l'accord est brisé, puis là, ben, c'est à vos risques et périls. Fait que, ça représenterait ben, la limitation des avancées des Russes, puis ça représenterait ben, pour l'Ukraine de sauver un peu ce qui reste à sauver. Puis, mais bref, je sais pas ce que ça vaut. Je ne suis pas expert de cette question-là, mais il y a au moins tentative. C'est parce que là, les Américains ils ont voté pour quelqu'un que lui dit « Moi, je veux que ça finisse ». On se rappelle de la clip, là, « I want people to stop dying, they're dying ». Et là, tu en as un autre que juste avant de partir, lui dit « Savez-vous quoi? Missile à longue portée. Go for it. C'est go for it. Ouais, bombarder ça. » C'est complètement irresponsable. Il y a des gens qui disent « Ah, mais c'est pour donner une meilleure position de négociation à Trump. » Attends un peu, là. Attends un peu. Si, mettons, ça reste à « Ouais, on a donné l'autorisation puis il tire jamais le missile. » Tu te dis « Ouais, ça pourrait se tenir comme théorie. Ouais, OK, peut-être. » Mais tu sais, je veux dire, je pense pas que Trump avait besoin de cette carte-là pour négocier. Ouais. Il y a d'autres gens, je lisais un autre article dans le Wall Street, ou c'était dans le New York Post, je me souviens plus. Il y a quelqu'un qui disait c'est peut-être aussi le dernier coup de bluff de Biden, dans le sens que logiquement, là, lui, la manière dont ça. Parce que les gens, ils pensent Biden autorise ça le soir même, les têtes de missiles sont sur un bateau, puis le lendemain, ça tire. C'est pas de même que ça marche. Là. Le Canada, maintenant, on a autorisé la livraison d'armes, c'est arrivé 6 mois plus tard. Vous comprenez la game? Fait que eux, ce qu'ils disent, c'est Biden autorise ça, puis ça sera probablement même pas parti d'ici à ce que Trump rentre en poste. OK. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est comme un peu le dernier virtue. C'est un peu drôle de dire ça de même, là, mais c'est quasiment le dernier acte de virtue signaling pro-Ukraine du mandat de Biden qui, genre, veut qu'on se rappelle de lui. Comme jusqu'à la dernière minute, j'ai été du bord de Zelensky puis de l'Ukraine puis tout ça, contrairement à l'autre méchant qui est pro-Poutine. Vous comprenez un peu le discours. Puis c'est en même temps, c'est un peu, je pense, qui est repris par les médias. Tu regardes la couverture des médias plus complaisants aux démocrates, puis c'est clairement ce que les gens retiennent. C'est une dernière bouffée d'air pour les Ukrainiens avant l'arrivée de Satan, finalement, là, de Trump. Et là, tu as des irresponsables. C'est là que tu vois qu'il y a des gens. On a vraiment des pee-wee ici dans le monde politique. Là. Mettons à l'écran ce que je t'ai envoyé ce matin. Là. La fille du bloc. Je peux pas croire que ces gens-là aspirent à faire du Québec un pays. Imaginez Moi, c'est surtout que dans leur tête, ils sont pacifistes quand ils écrivent des choses comme ça. Ben oui. Dans leur tête, eux sont de gauche et pacifiques. Imagine-toi donc dire un affaire de même. Elle écrit Christine Normandin, députée de Saint-Jean à la Chambre des communes pour le Bloc québécois. Elle retweet l'article du Devoir qui dit que Biden autorise les armes, l'Ukraine à utiliser des armes de longue portée. Elle écrit Enfin. Combien de fois les Ukrainiens nous ont dit se battre une main attachée dans le dos ou l'horreur de savoir des cibles visées sans pouvoir détruire les points de lancement. Un possible baume sur le prochain changement de garde américain. Donc, tu vois, c'est un peu la lecture. Ce que je viens de dire, c'est sa lecture à elle. C'est comme un dernier petit bec sur le front avant que le pas fin arrive. Mais c'est parce que, Christine, t'es-tu au courant que votre niaisage, ça peut éventuellement amener une escalade puis à nous amener vers un conflit mondial? Genre, avez-vous juste contemplé cette idée-là? Puis comme Trump disait, là, Christine, c'est pas elle qui va aller se battre. Là. Puis tu sais, je veux dire, je comprends que l'administration Biden utilise beaucoup le bluff dans ses tactiques de géopolitique. Mais on peut pas prendre pour acquis que Poutine fait la même chose de son côté. Là. Non, puis tu sais, quand tu joues une game de poker avec quelqu'un puis il bluffe tout le temps, à un moment donné, tu finis par comprendre qu'il bluffe. Là. Ben, c'est ça. Là. Fait que, tu sais, si c'est un bluff, l'affaire des armes de longue portée pour l'Ukraine, je veux dire, c'est un bluff dangereux. Puis on le sait, là,
Tu sais, je veux dire, la guerre froide était finie, là. On s'était calmé les nerfs beaucoup, puis on avait eu des relations commerciales avec la Russie, puis la Russie essayait de se rapprocher de l'Occident, de tout ça revirer de bord, puis ça a débarqué, là, cette niaiserie-là. Mais là, la Russie essaie plus de se rapprocher de la Chine, de l'Iran, de la Corée du Nord, mais là, la marde est pognée avec deux de ces pays-là, là. L'Iran, puis Israël, la marde est pognée raide. Là, l'Ukraine puis la Russie, la marde des poignées raides. Les deux seuls qui se tenaient tranquilles, c'était la Chine puis la Corée du Nord. Mais sacrifice, la Corée du Nord a envoyé des dizaines de milliers de soldats en Russie. Ouais. Fait que là, t'es là, tu te dis, OK, le seul joueur de ce gang-là qui s'est pas encore mouillé, c'est la Chine. La Chine a encore besoin des États-Unis pour faire du commerce puis au niveau économique. Là, t'es là, tu te dis, la seule chose qui pourrait faire backer le bluff de Poutine, c'est Xi Jinping qui arrive et il dit « Hey, on prend une puff, Vlad, là. T'as assez, là. » Oh, ouais, c'est ça. C'est la seule chose qui pourrait arriver s'il y a réellement un bluff de la part de Poutine. Mais je veux dire, ouais, on joue donc bien avec le feu pour tester les limites d'un puis l'autre. C'est-tu réellement nécessaire, là? Moi, Non, c'est pas nécessaire. Puis en plus de ça, je veux dire, c'est parce que c'est un mandat qui est catastrophique internationalement. Tu sais, on a beaucoup parlé de l'élection américaine, puis on parlait de toutes sortes de niaiseries internes. Là. Lui, il sera là, l'avortement. l'avortement, puis le no tax on tips, puis tout ça. Mais les enjeux internationaux, d'ailleurs, c'était les meilleurs moments des débats, tant qu'à moi. Là. En fait, c'est les bouts où Trump paraissait vraiment mieux que Harris et de très loin. Là. Ben, c'est le bout où est-ce que Harris a été obligé de se faire éditer à CBS puis 60 Minutes. Exactement. Et sérieusement, je pense que beaucoup d'Américains sont préoccupés par ce genre de truc-là. D'un, parce que c'est eux autres qui financent la guerre, là, on ne se le cachera pas. Regardez les montants que les pays donnent, puis les stocks que les pays donnent, c'est dérisoire à l'égard, à comparer à ceux que les Américains fournissent. Donc, c'est une guerre de proxy, là, tout le monde a compris ça, d'une certaine façon. Et c'est un mandat qui est désastreux pour Biden, parce que vous comparez avec celui de Trump sur l'aspect international. Le mandat de Biden, c'est la reprise des hostilités au Moyen-Orient entre Israël et les autres pays belligérants autour, alors que tu regardes Trump, c'était le dépôt des accords d'Abraham avec Jared Kushner, puis essayer de normaliser des relations. Il y avait vraiment une volonté, je ne dis pas que c'était parfait, je ne dis pas qu'il avait raison, mais il y avait une volonté d'apaiser ce coin-là. Trump était allé voir Rocketman chez eux. Le Rocketman, les tensions s'étaient quand même apaisées. On sentait même qu'il y avait... En fait, on n'a jamais eu l'impression qu'on était aussi proche quasiment d'une modernisation de la Corée du Nord, au sens que je me souviens que maintenant, même, Trump disait qu'il pourrait presque avoir, mettons, des matchs de basket là-bas. Il essayait de l'amadouer avec des trucs. Mais savez-vous quoi? C'est un peu de même que ça commence, les régimes autoritaires qui s'effondrent. C'est quand les gens là-bas goûtent à la culture de la liberté puis au monde extérieur. C'est ce qui fait que la Chine se tient plus tranquille. C'est que la Chine développe de plus en plus une classe moyenne qui prend de la place. Puis que si tu leur enlèves la nouvelle richesse créée de leur côté, ils vont se révolter. Ben, c'est ça. Puis c'est ça qu'on veut. Les échanges économiques amènent de la stabilité, amènent de la paix dans le monde. Le libre-échange, c'est quelque chose de bien. C'est sûr que Trump a ses défauts aussi. De ce côté-là, les attaques de tarifs envers la Chine, tout ça que Biden faisait également, là, c'est pas la bonne direction à prendre. Mais moi, j'ai tellement hâte que les adultes arrivent dans la place. C'est quoi j'ai vu passer, je vous la mets dans quelques instants. C'est une clip de Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta. Quand je parle des adultes, là, parce qu'elle elle était dans un genre d'assemblée, puis quelqu'un lui dit, là, un peu le discours là, alarmiste, là, qu'est-ce que vous allez faire, là, Donald Trump, c'est dangereux, puis comment vous allez dealer avec quelqu'un de même? On sait que l'Alberta a quand même des liens économiques importants avec les États-Unis, blablabla. Check la réponse. Quand je te dis qu'il y a une place que les adultes sont dans la place, là, compare ça avec le tweet innocent de la députée du Bloc, puis à d'autres propos qu'on a entendus de la part de nos dirigeants, nous autres. Puis moi, sérieux, je fais le trade de n'importe quand. Là.
We have had James Rajat as our a representative in Washington for the last number of years, and he has done just an amazing job in building relationships down there. We had a real opportunity in the last couple of years because the Democrats were very concerned about energy affordability, and the Republicans were very concerned about energy security, and we're able to offer a value proposition for both. It's very concerning that Mexico has been courting China as a way of doing investment in their nation to draw out manufacturing from both America and Canada. The fact that Lighthizer made a point of saying they are doing this, it's hurting us, it's hurting you. Why do you keep on aligning yourselves with Mexico? You should look out for yourself. That stayed with me. Donald Trump has made it very, very clear that he thinks everybody is free riding on the American military prowess. So if we want to be able to continue to trade, we've got to make sure that we're meeting our obligation on our international spending for defense, to do whatever we can to demonstrate that we are the exception. And I think we'll be able to make that case. Écoute, j'aime ce qu'elle dit. Si on veut continuer à trader avec les États-Unis puis ça se passe bien, ben il y a un irritant dans la place depuis toujours, c'est qu'on ne fait pas notre part en termes de défense, on se fie beaucoup sur eux autres. Devrait augmenter nos budgets au niveau du militaire, de la défense nationale pour arrêter de pas arrêter de dépendre, mais moins dépendre un peu des États-Unis, faire notre part, parce que la part, là, c'est en pourcentage du PIB. Là. On s'attend que le Canada dépense une certaine partie de son budget en fonction de son PIB dans les engagements pour l'OTAN. Là. Exactement. Puis ça, présentement, c'est un irritant avec les Américains. Fait que si on règle cet irritant-là, ben, ça favorise le commerce. On les a de notre bord. Les Américains, c'est une économie ultra dynamique. On veut les avoir de notre bord. Je pense qu'on peut faire des efforts là-dedans. Puis moi, je suis d'accord avec ça. Écoute, ça me fait penser, mon fils me disait qu'il y avait un cours récemment, puis il parlait des armées, puis tout ça. Puis il disait, normalement, on ne devrait pas avoir de marine, par exemple, au Canada, la marine canadienne. De quoi tu parles? Ben, je sais pas, là, le prof, il disait que c'était pas utile. Puis oui, mais j'ai dit, on est entouré de 3 océans. Buddy, il dit, pourquoi qu'on n'aurait pas de marine pour se défendre? Ben, il dit, de toute façon, on a les États-Unis. Non, il faut qu'on arrête de se fier sur les États-Unis tout le temps. Nos sous-marins font dur, nos bateaux font dur, la garde côtière fait dur. C'est une position de vulnérabilité incroyable. Ça, c'est comme le petit gars à l'école qui bave les autres puis qui dit de toute façon, mon grand frère va venir vous péter la gueule. Mais on sort tout le temps la Suisse. On sort tout le temps la Suisse dans ces examens. Ah, mais eux autres, ils n'ont pas d'armée. Puis attends un peu, là, la Suisse. Y a-tu des océans autour de la Suisse? Ouais, la Suisse, c'est un petit pays montagneux, puis tout le monde a des M16 chez eux. C'est ça. Juste régler une question tout court. Là. Ben, il n'y a pas d'armée, mais Christy, tout le monde est armé. Oui, c'est ça. Il y a juste ce bout-là qui oublie dans l'histoire. Mais moi, le bout sur lequel j'ai tiqué, c'était au début de l'intervention, que j'ai trouvé particulièrement intéressant quand tu as dit, vous savez quoi, nous, on a notre représentant à Washington qui a développé des liens, des bons liens avec les membres des deux partis. Savez-vous quoi? On sait ce que les démocrates veulent, on sait ce que les républicains veulent, puis on était prêt à offrir, dans le fond, une réponse qui les satisfait, peu importe c'est qui prend le pouvoir. Les démocrates veulent du gaz pas cher, puis les républicains veulent une sécurité énergétique. C'est ça. Fait qu'elle dit, en gros, ce qu'elle dit, c'est nous autres, regarde, on fait ce qu'on a à faire, puis peu importe qui est là, on sait comment tweaker ce qu'on présente pour satisfaire les exigences d'un ou de l'autre, puis en gros, ça s'appelle de la politique intelligente. Contrairement à l'autre gang de crétins au fédéral qui sont comme Kamala, puis si l'autre gang dit oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est pas intelligent, là. C'est vraiment pas intelligent. Parce qu'après ça, tu es obligé de faire comme, puis c'est le dernier clip que je vais vous faire jouer avant de partir sur le Patreon, tu es obligé de faire comme Joe Sharp as Attack Scarborough. Vous vous rappelez de Joe Scarborough qui avait fait un long rant sur... Joe. Il a fait un long rant. If you can handle this truth, F you. Puis là, il commençait son histoire. Biden is sharp as ever. Tout ça. Ben, lui, il a été beaucoup dans le Trump et Hitler. Trump, c'est Hitler, tout ça. Là, il vient de se rendre compte que Trump, finalement, va être élu. Puis là, ça va être mon président. Voici ce qui a été raconté à MSNBC. C'est tout à fait fascinant. Donc, on a je le dis pour ceux qui sont en audio, là, mais on a un court extrait de avant et maintenant. Donc, le fameux How it start, how it's going. Là.
And then he says that the news network that is most critical of him should be taken off the air. This is not a reach. I could go back and talk about Nazi Germany, and I do it without any concerns whatsoever. And if people can't start drawing the parallels, well, you're just stupid, or you have your head in the sand, or you're one of them. Over the past week, Joe and I have heard from... Donc, première section, c'est lui qui dit hey, si vous n'êtes pas capable de comprendre que Trump, c'est pareil que des années 30, puis les nazis, puis les fascistes, vous êtes une gang d'imbéciles. C'est soit que t'es stupide ou que t'es dans leur camp. Là, ça va, man. Et maintenant, après l'élection, Xanax, buddy. Joe and I have heard from so many people, from political leaders to regular citizens, deeply dismayed by several of President-elect Trump's cabinet selections, and they are scared. Last Thursday, we expressed our own concerns on this broadcast and even said we would appreciate the opportunity to speak with the president-elect himself. On Friday, we were given the opportunity to do just that. Joe and I went to Mar-a-Lago to meet personally with President-elect Trump. It was the first time we have seen him in 7 years. Now, we talked about a lot of issues, including abortion, mass deportation, threats of political retribution against political opponents, and media outlets. We talked about that a good bit. And it's going to come as no surprise to anybody who watches this show, has watched it over the past year or over the past decade, that we didn't see eye to eye on a lot of issues, and we told him so. What we did agree on was to restart communications. My father often spoke with world leaders with whom he and the United States profoundly disagreed. That's a task shared by reporters and commentators alike. We had not spoken to President Trump since March of 2020, other than a... Donc là, je passerai pas l'extrait au complet parce que c'est un peu long, là, mais avant l'élection... Ils disent qu'ils sont sur le bord de se faire enfermer parce qu'ils n'ont pas le bon discours si Donald Trump est élu. Oui. Puis là, finalement, vendredi, ils ont été à Mar-a-Lago le rencontrer. Ouais, c'est ça, on était à Mar-a-Lago le rencontrer, puis un peu plus loin, Joe Scarborough. Il a dit qu'on n'était pas d'accord, là. Un peu plus loin, Joe Scarborough, il dit j'ai senti quand même qu'il y avait de l'écoute de sa part, tout ça. Donc, on est passé de Hitler à je suis allé rencontrer Hitler. Finalement, il n'est pas si pire que ça, là. On a convenu qu'on allait rebâtir les ponts puis tout ça. Ouais. On a convenu qu'il vous aidait à vendre la copie. Puis ça serait peut-être une bonne idée d'avoir une entrevue ou deux avec lui de temps en temps pour booster les codes d'écoute un peu. Ouais, c'est ça. Écoute, on va passer dans la partie Patreon. On a une flopée de sujets. On a les Fitzgibbon News. On a les Fitz News. On a plein d'affaires. Et on a la meilleure tune sortie en 2024. Et de loin, c'est pas le retour de Linkin Park, c'est rien de ce que vous avez entendu, mais pour vrai, je l'écoute sur repeat depuis que je l'ai vu. C'est un délice. C'est pas Daniel Bélanger, là? Non, c'est pas Daniel Bélanger. C'est tes pleurs, non? Non, c'est pas ça. Mais joignez-vous à nous, vous allez l'entendre. Les Patreons l'ont aimé, ça, je tes pleurs. Ils l'ont aimé beaucoup.